Donc maintenant, on va accueillir la présentation de Marie-Philippine Montagnier, Lolita Rousseau et Lola Legrand-Sibéoni. Donc c'est Lolita qui parle. La guerre au temps des héros, l'apport de l'étude de la pierre taillée et des sources écrites de l'âge du bronze, grec, pré-mycénien et mycénien. Bonjour à tous. Ça marche pas. Donc la civilisation mycénienne s'étend sur toute la seconde moitié du deuxième millénaire en Grèce continentale et en Crète. L'apogée des palais correspond au XIVe siècle à Knossos et aux environs de 1200 pour Pylos. Tous les palais disparurent sans que l'on sache exactement ce qui provoqua leur destruction. L'incendie des sites conserva quelques milliers de tablettes en argile avec des textes en linéaire B, nous offrant ainsi un instantané de ces sociétés égéennes. Le dépôt d'armes des tombes et l'iconographie mycénienne ont forgé une certaine image d'une civilisation guerrière qu'il faut cependant nuancer. Concernant l'archerie, on ne dispose que d'un nombre réduit de scènes, en comparaison à l'archerie bien attestée des armées proche-orientales contemporaines. La question de l'usage de l'arc en Grèce mycénienne reste donc ouverte et on propose de reprendre ces questions grâce notamment à l'examen et le recoupement de deux séries de sources, d'une part un ensemble de pointes de flèches en pierre et une sélection de textes en linéaire B. Alors pour les pointes de flèche en pierre, le corpus et l'étude s'est basé essentiellement sur une recherche bibliographique pour le moment et sur l'examen typotechnologique et tracéologique de deux séries provenant des sites de Kira et de Mitrou, ici en Grèce centrale, qui sont des sites à occupation domestique et funéraire datant du bronze moyen et du bronze récent. Donc l'inventaire permet aujourd'hui de recenser près de 800 armatures de flèches en pierre, qui datent essentiellement du bronze récent, dont près de la moitié se retrouve en Messénie. Alors notons que dans cette petite zone géographique, on a 6 tombes qui contiennent plus de 30 armatures, et on peut même citer l'exemple du Tholos Vagénas à Pylos, qui à lui seul renferme 98 armatures en pierre. En termes de matières premières, on a 4 sources majoritaires. Donc on a tout d'abord l'obsidienne de Mélos, qui provient de cette petite île dans les Cyclades. On a aussi du silex blond, dont l'origine est inconnue, mais on suppose quand même des gîtes préférentiels, probablement en Épire, dans le sud de l'Albanie, voire dans le nord-ouest de la Bulgarie. On a ensuite un autre matériau qu'on appelle Flint Chocolate, donc le silex chocolat et toutes ses variantes. Alors d'un point de vue géologique, c'est pas du silex en fait, c'est de la radiolarite. Et on a des gisements qui sont connus aux abords du Pinde, ici. Et on a d'autres petits gisements aussi, un ici à Agia Eleni, et récemment des prospections ont permis d'en observer aussi à la Crocorinthe. Alors on pense aussi qu'il y a d'autres gisements probablement dans la région du Péloponnèse ici, parce que géologiquement, on a des choses assez similaires. On a aussi du cristal de quartz, dont l'origine est inconnue. Alors, ce que l'on observe globalement, c'est que le silex est majoritaire dans les corpus dans cette zone-ci, donc essentiellement en Béotie, en Élide et en Messénie. Et l'obsidienne, elle, on va la retrouver en plus grande quantité ici, en Argolide et en Attique. Alors on voit un petit peu que ces différences ont l'air en partie liées à la situation géographique des sites, avec un certain déclin quantitatif des matières premières en fonction de la distance aux sources. Alors au bronze récent, il est possible que le réseau d'échange des matières premières lithiques soit fortement restreint, si ce n'est stoppé, augmentant peut-être ainsi le coût et ou la valeur des matières premières.
Alors en termes de production, il y a quelques ateliers qui sont suggérés dans la bibliographique par la présence d'ébauches et de quelques déchets de taille, notamment en Messénie et en Argolide, où il y a les plus grosses concentrations de corpus de pointe de flèche. Bien que ça mériterait quand même d'être vérifié, parce que là, pour le moment, la petite enquête bibliographique, on se rend compte que des fois, après, dès qu'ils trouvent une dizaine d'éclats, ils interprètent ça tout de suite comme un amas de débitage, donc c'est un petit peu léger quand même, à mon sens. Donc ce sera à vérifier. Donc en fait, on peut dire globalement, on a peu d'ateliers connus, voire clairement identifiés. Alors les supports, éclats et lames, étaient fréquemment produits dans des endroits centralisés, généralement près de la côte, puis échangés vers des sites plus à l'intérieur des terres. On pense donc qu'on aurait ainsi des lieux de production des supports et des ateliers spécialisés de fabrication de pointe. Les deux ne seraient pas forcément au même endroit. Alors, d'ailleurs, quand on observe les supports d'origine sur les pointes de flèche, quand il reste une petite partie du support d'origine, ils présentent parfois un état de surface différent de la retouche. Vous voyez ici, on voit l'éclat d'origine, ici aussi, qui est beaucoup plus patiné que la retouche. Donc ça montre une patine ancienne qui témoignerait de l'usage de supports plus anciens, récupérés peut-être sur d'autres sites. D'autant qu'il faut savoir que les phénomènes de recyclage et de récupération ont particulièrement été observés sur l'industrie lithique du site de Mitrou dès le bronze moyen. Par ailleurs, la tracéologie a montré des stries sur ces patines anciennes. Alors là, on n'arrive pas encore à déterminer clairement si c'est une usure positionnelle ou si c'est dû à un transport en sachet des supports en vue de leur transformation en pointe de flèche. Là, je renvoie à l'étude qui avait été faite par Clément Nicolas et Colas Guéret sur les tombes élitaires du bronze ancien en Bretagne, ou bien si ces traces sont postérieures à la fabrication des pointes de flèche par frottement dans les carquois. Il faudrait regarder ça plus en détail. En termes de typochronologie, il y a plusieurs travaux qui existent à l'heure actuelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Synthétiquement, juste pour vous donner une idée, les armatures perçantes à base concave apparaissent timidement dès le bronze ancien 2 et deviennent le type exclusif au bronze moyen. À ce moment-là, les pointes de flèche sont, vous voyez, assez courtes, avec une retouche envahissante. Elles ont aussi une base concave assez large. Alors ça, c'est des pointes de flèche qu'on retrouve à la fois en contexte domestique et funéraire. Ce modèle, il va perdurer tout le bronze récent. Dès la fin du bronze moyen, mais surtout la fin du bronze récent 1, bronze récent 2, les pointes de flèche vont s'allonger. Elles vont être beaucoup plus minces, plus élancées, avec une retouche beaucoup plus couvrante, et la base concave va faire place à une encoche basale. Donc ça, tout ça, ça témoigne d'une grande maîtrise du façonnage. Ça, c'est un type typiquement mycénien qu'on va retrouver exclusivement en contexte funéraire, mais on voit quand même une continuité typologique avec le bronze moyen. Quant aux armatures de flèches en bronze, elles apparaissent aussi fin bronze moyen, en même temps que les pointes de flèche typiquement mycéniennes. Alors pour l'étude tracéologique, donc là, elle a été menée sur 23 exemplaires, donc issus des sites de Mitrou et Kira. On a des traces d'emmanchement. Il y en a 5 qui possèdent des résidus liés à de la colle. Ça se présente sous la forme de petits amas granuleux, noirs, violets, comme ici, ou un dépôt sous forme d'un voile fin, mat ou graisseux, dont la présence peut être limitée à l'intérieur des écaillures, ou bien recouvrir la pièce sur quasiment toute sa totalité, à l'exception de la partie apicale. Alors dans un cas, on a une empreinte de matière végétale qui a été laissée dans cette colle. Et ce type de traces, ainsi que leur localisation, trouvent écho dans d'autres contextes de l'âge du bronze, du nord de l'Europe. Dans ces cas-là, et vraisemblablement ici, les ailerons ne semblent pas avoir été visibles avec un tel emmanchement. On a aussi un polybifacial sur la plupart des pièces, au niveau des parties saillantes, des bords, la base, la face des ailerons, ponctuellement associés à un émoussé, parfois des stries abrasives courtes, larges et organisées.
Donc ces traces sont probablement laissées par un emmanchement un peu lâche, et ça renvoie encore une fois à des observations similaires qui avaient été faites sur les pointes de flèche armoricaines, qui sont interprétées avec un usage un peu plus symbolique que fonctionnel, d'après les auteurs. Ici, Marie, ma collègue, sans laisser de côté cet usage potentiel, pense que les stries sont quand même liées à un frottement induit par choc lors d'un emploi comme projectile. On a des traces d'impact aussi sur ces pointes, sur la plupart de ces pointes. 3 ont clairement été impactées, 17 de manière probable, 2 peu sûres, et une pièce a été retrouvée neuve. Et enfin, on a, sur plusieurs cas, la partie apicale de la pointe qui est émoussée avec un poli qui pourrait indiquer une conservation des pointes emmanchées dans un carquois en cuir. Donc, elles sont globalement, elles montrent toutes des traces d'utilisation. Pour les textes, alors on dispose de quelques textes en linéaire B issus des palais de Knossos en Crète et de Pylos en Messénie qui traitent des pointes de flèches, de lances et de javelines mais en bronze. On connaît 3 idéogrammes qui représentent des armes de jet, mais ils sont quand même un peu schématiques au premier abord pour une identification formelle entre lance, javeline ou flèche, mais on a tendance à préférer pour... Ah, pardon. Est-ce qu'on peut retourner en arrière? Merci. On a tendance à préférer pour le 230 une interprétation de lance. Pour le 231, on voit une flèche avec un empennage assez visible. Et le 254 qui correspond soit à une javeline, soit à une flèche. On a un texte, le KNR 1815, qui recense 12 pointes de bronze d'une arme qui porte le nom homérique de la lance et qui correspond à l'idéogramme 230. Donc en fait, sur ce texte, vous avez écrit Ekkea, qui renvoie étymologiquement à Ekkos, qui est le nom homérique de la lance. On a écrit bronze, on a l'idéogramme 230 et on a le chiffre 12. Donc là, ça c'est intéressant parce qu'on a l'idéogramme ici qui représentait une arme de jet, et on a son nom en syllabique associé, et le nom renvoie à un texte, enfin, du moins à un mot qu'on retrouve dans les textes homériques qui est assez similaire. Ok, je vais faire vite. Ce nom apparaît d'ailleurs notamment dans le texte Pi 829 qui ordonne au chef des districts des provinces de Pylos de réquisitionner du bronze des temples pour faire des pointes de javelines ou flèches et de lances. Donc production de lances, de javelines et de flèches vont souvent de pair. La série pilienne JN recense des centaines de forgerons auxquels le palais alloue du bronze et dont il attend le retour d'objets, notamment des pointes de bronze. On note aussi dans les textes que le travail exigé ne correspond qu'à une partie de leur activité. Les artisans, de même que les fabricants d'arcs de nos textes, travaillaient sans doute par ailleurs pour des demandes privées d'outils et d'armes en bronze. Ils ne travaillaient pas que pour le palais. Ah, je suis allée un peu trop vite. Merci. Enfin, on connaît des scellés d'argile à Knossos qui portent un nom à traduire par flèche ou javeline associé à l'idéogramme 254, ainsi qu'un texte qui enregistre 8640 flèches avec l'idéogramme 231. Ces scellés et ce texte ont été retrouvés ensemble dans un bâtiment nommé l'Arsenal à Knossos, associé à des débris carbonisés de 2 boîtes en bois contenant des hampes et des centaines de pointes de flèches en bronze. Donc là, c'est intéressant, on a vraiment l'association des textes et des objets. Donc, en somme, vestiges et textes permettent d'affirmer que les palais de Knossos et de Pylos supervisaient la production de pointes de projectiles à des fins de stockage et de distribution à son infanterie. Comme déjà évoqué à l'époque mycénienne, les pointes en pierre, les pointes en pierre sont quasi exclusivement retrouvées comme dépôts funéraires. Le mode de dépôt sont peu connus, sauf dans le cas de la tombe Delta à Mycène, où on les a trouvés dans un récipient en bronze. On a aussi dans 2 autres tombes à Mycène les restes de cuir associés à ces pointes de flèches.
Donc on ne peut pas encore vraiment savoir s'il s'agit de bourses en cuir, donc elles auraient été voilà, des hampes déposées dans les sachets, ou bien si elles avaient été déposées entières dans les carquois. Donc ça renvoie encore une fois à ce qu'on voit à l'âge du bronze breton, où elles sont démantelées, déposées dans des boîtes en bois comme objets funéraires. L'étude tracéologique de Mitrou et de Kira montre que la grande majorité des pointes de flèches auraient été utilisées. Ceci n'aurait rien d'étonnant en égard à ce qui a été observé en Europe occidentale, où le mobilier d'archerie peut être déposé neuf ou usagé. Après, il faudrait étendre cette étude tracéologique aux importants lots du Péloponnèse. Alors, si les pointes de flèches lithiques perdurent tout au long du bronze récent, on observe cependant la prédominance et l'essor des versions en bronze, qui sont les seules à intéresser les palais mycéniens d'après leur comptabilité. En effet, la documentation en linéaire B, qui montre seulement le point de vue du palais en tant qu'organisme de contrôle économique, permet aussi de mettre en lumière ce qui ne capte pas son intérêt. Le bronze, l'ivoire, la corne, qui interviennent dans la production de chars de combat, d'armures, d'armes, font l'objet d'un contrôle attentif. On organise leur production, leur stockage et leur allocation à des individus. A l'inverse, d'autres matériaux, comme le cuir, le bois, l'obsidienne, le silex, n'apparaissent pas dans notre documentation en linéaire B, bien qu'ils soient présents dans les palais. En somme, l'époque des palais mycéniens correspond à un essor de la production d'armes en bronze, et ce sont elles qui focalisent l'intérêt des palais et donc la nécessité d'un suivi comptable. Quant aux matériaux liés à des artisanats plus traditionnels, comme le bois ou la pierre, ils seraient peut-être dissociés de la production étatique, car probablement opérationnelle bien avant la mise en place d'un contrôle économique centralisé à la fin de l'âge du bronze. Ce seraient plutôt des sites périphériques qui se chargeraient de recevoir les matières premières lithiques, de produire et de redistribuer les produits finis dans les palais et les différents sites. Je vais conclure. Un certain consensus existe désormais pour dire que les tombes de guerriers qui apparaissent au bronze moyen et perdurent tout le bronze récent ne sont pas interprétées littéralement comme telles. Le dépôt d'armes, et en particulier de pointes lithiques, est avant tout un marqueur d'appartenance sociale, ce que montre le surinvestissement technique et économique de ces pointes, le fait qu'elles proviennent uniquement de dépôts funéraires contenant souvent des objets richement décorés en matériaux précieux, qu'elles montrent certes des traces d'utilisation mais assez légères, notamment pour celles en contexte funéraire. De plus, on dispose d'une iconographie de l'archer qui le montre parfois impliqué dans des contextes souvent synégétiques. Alors là, on n'est pas dans une chasse de survivance, mais plutôt dans une chasse de prestige, chasse du lion, des gros animaux. Ah, j'ai passé un peu vite la diapo, mais c'est pas grave. Mais aussi dans des contextes plus difficiles à interpréter, peut-être de l'ordre du religieux. En somme, au moment même où l'outillage lithique disparaît ou devient marginal, les pointes de flèches en pierre sont présentes durant toute l'époque mycénienne. Leur statut semble alors davantage tenir de l'apparat et marquer une appartenance sociale, peut-être aussi l'héritage de traditions anciennes. A l'inverse, les exemplaires en bronze, fabriqués en série, stockés et recensés en grande quantité par l'administration mycénienne, semblent partie prenante de la gestion courante des affaires militaires du palais. Merci à vous. Merci beaucoup, Lolita.